Face à la presse ce matin, le Premier ministre Brigitte Raffini a fait un tour d'horizon des questions touchant la vie de la nation pendant les 2 ans et demi d'exercice du gouvernement de la 7e République. La problématique de la mendicité et du mariage précoce et forcé des enfants au Niger, c'est sous ce thème que se tiennent depuis ce matin à Niamey les assises d'un dialogue social sur les pratiques néfastes affectant les enfants. Fin du championnat national d'athlétisme 2013, la région de Niamey est première au classement général. Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, s'est entretenu ce matin avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Maître Med Mahamoud Ould Emat. Ce dernier est au Niger avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la Mauritanie dans le cadre de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire au titre de l'année 2013, ouverte le 4 octobre dernier. On écoute le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale mauritanienne à sa sortie d'audience. شكرا جزيلا. خصنا سعادة الرئيس رئيس الجمعية الوطنية بهذا اللقاء تناولنا فيه الأوضاع الراهنة السياسية في موريتانيا وفي جمهورية النيجر الشقيقة، الأوضاع السياسية وأوضاع الغرفتين البرلمانيتين الجمعية الوطنية. Cette audience a été l'occasion pour le deuxième président de l'Assemblée nationale de Mauritanie de passer en revue avec son excellence le président de l'Assemblée du Niger la situation politique dans nos deux pays, en Mauritanie et au Niger. De même, ça a été aussi l'occasion de discuter des possibilités de coopération entre nos deux parlements et comment œuvrer au raffermissement des liens séculaires qui unissent le peuple nigérien et mauritanien. Il faut dire que ces relations dont les racines sont profondes, elles puisent leurs racines dans l'histoire, la religion, la culture et évidemment les intérêts économiques. Et nous pensons que la diplomatie parlementaire est de nature justement, part de la relation classique entre les deux pays, et cette diplomatie parlementaire est de nature à œuvrer à la consolidation de ces relations. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a animé ce matin à sa résidence une conférence de presse. Une rencontre au cours de laquelle Brigitte Raffini a fait un tour d'horizon des questions touchant la vie de la nation pendant les 2 ans et demi d'exercice du gouvernement de la 7e République. Entre autres questions abordées par le Premier ministre, on peut souligner les questions de l'éducation, de la sécurité du territoire et d'insécurité alimentaire, du gouvernement d'union nationale, de la prochaine négociation entre le Niger et Areva sur l'uranium ou encore le barrage de Kandaji et la remise des Nigériens au travail. Brigitte Raffini est d'abord revenu sur la situation politique actuelle de notre pays. Qu'a-t-il dit fait partie du jeu démocratique. Je vous propose un extrait de son intervention sur cette question avant de retrouver l'intégralité de cette conférence de presse en partie magazine de cette édition. Depuis un certain temps, il y a également des questions politiques qui se posent, des relations entre les partis politiques. Là également, il n'y a rien à dramatiser. Je pense qu'il y a beaucoup de supputations, beaucoup de rumeurs qui présentent notre pays comme un pays en crise. Je pense qu'il n'en est rien honnêtement. Vous l'avez entendu vous-même de la bouche du président de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit ni d'une crise politique, encore moins d'une crise institutionnelle. Une alliance était au pouvoir qui s'appelle la MRN et au cours de son parcours, un membre a jugé utile de se retirer pour rejoindre tout récemment, vous l'avez noté également, les rangs de l'opposition. Et je dirais que c'est le jeu normal de la démocratie. Dans ce domaine, il n'y a pas lieu de dramatiser quoi que ce soit. La marche du Niger continue. Des négociations autour de la question d'uranium qui vont avoir lieu. Là également, on m'apprend que ça sera tendu ou c'est tendu. C'est sous haute tension. Je crois que non, il n'y a pas de tension là non plus.
nous allons discuter avec ce partenaire traditionnel, ce vieux partenaire que nous avons, qui est Areva, sur les questions d'uranium. Et en particulier, nous préparons la relecture de nos conventions. Vous savez qu'on a des conventions de longue durée avec Somaïr, Cominac en particulier, et qui vont arriver à leur terme en fin d'année. Il s'agit pour nous et notre partenaire de nous asseoir et de voir dans quelle mesure nous pouvons, comme l'a souvent dit le président de la République, faire en sorte que le partenariat soit le mieux équilibré possible. Parce que jusqu'à présent, nous, partis nigériens, nous estimons que nous ne bénéficions pas de la valeur véritablement, disons, des revenus qui doivent être ceux d'un pays qui détient effectivement les ressources naturelles. Nous considérons que donc de ce point de vue, il y a à revoir ces conventions-là dans certaines de leurs dispositions où l'intérêt du Niger ne nous semble pas totalement pris en compte. Et une question de négociation, c'est un partenariat, il a ses points forts, il a ses points faibles, et nous tenons à ce que, sans complaisance, de manière, comme on dit, gagnant-gagnant, qu'on mette en place des conventions que nous allons convenir ensemble avec notre partenaire, celles que nous jugerons effectivement satisfaisantes pour assurer l'intérêt de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, c'est peut-être la première fois qu'on va le faire, parce que ça fait plusieurs décennies que ces conventions sont renouvelées pratiquement automatiquement, et il est question cette fois-ci quand même de mettre ces conventions sur la table et les passer au peigne fin pour que le Niger trouve son compte. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, que l'atmosphère soit tendue ou pas, c'est une volonté du gouvernement de l'État du Niger, et nous allons certainement, avec notre partenaire, nous entendre. Nous sommes condamnés à nous entendre, parce que l'intérêt de chaque partie dépend de cela. Nous attendons bien sûr que notre intérêt soit pris effectivement en compte. Parce qu'il y a des dispositions particulières, pratiques, où nous considérons que le Niger n'est pas dans ses droits, dans tous ses droits. Il s'agit pour Areva d'accepter de s'asseoir, d'analyser avec nous les différents aspects de ce partenariat et de corriger ce qui doit l'être. Je pense qu'il s'agit d'une question normale s'agissant du traitement d'un partenariat. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, Fédération du Niamey, a tenu ce matin au Palais des Congrès du Niamey les assises de son Conseil fédéral pour le renouvellement des structures. Il s'agit notamment du Bureau exécutif fédéral, du Bureau exécutif fédéral de l'Organisation des femmes Taraya, OFT, et du Bureau exécutif de l'Organisation de la jeunesse Taraya, OJT, compte rendu James Didier et Issa Keïssa. C'est un palais de congrès archi-comble de militants et sympathisants que le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, Fédération de Niamey, a ouvert ses assises du Conseil fédéral consacré à la mise en place de nouveaux bureaux, notamment le Bureau exécutif fédéral de la région, le Bureau exécutif fédéral de l'Organisation des femmes Taraya, OFT, et le Bureau exécutif fédéral de l'Organisation de la jeunesse Taraya, OJT. Après la fatigue pour le bon déroulement de travaux, l'ouverture de ces assises du Conseil fédéral a été marquée tout d'abord par l'hymne du parti Rose.
Plusieurs allocutions ont marqué l'ouverture de ces assises du Conseil fédéral, dont celle du président du comité d'organisation et l'intervention du président sortant du bureau exécutif fédéral, Souleymane Kane, qui dans son discours a salué la cohésion et le travail collectif qui a toujours prévalu dans les actions menées lors de son mandat. Autre intervention qui a marqué ce présent au Conseil est celle du président du bureau exécutif national par intérim Bazoum Mohamed, qui a tout d'abord rendu un vibrant hommage au président sortant du bureau exécutif fédéral, Souleymane Kane, pour tout le sacrifice investi dans le combat politique. Permettez-moi avant toute chose de rendre un hommage appuyé au travail remarquable accompli par le bureau exécutif de la fédération sortante. Je voudrais en particulier rendre un hommage au président Souleymane Kane qui, vous vous souvenez, ne s'était donné aucun répit pour relever les défis propres au contexte de l'époque de la mise en place de son bureau. C'était à la veille des élections programmées pour l'année 2009, vous vous souvenez. Le camarade Souleymane Kane a dû payer, ainsi que vous pouvez le constater, de sa santé, le temps et l'énergie excessifs qu'il avait investis dans la mission qui lui fut dévolue. Aujourd'hui, en dépit des effets physiques de cet investissement, Souleymane est toujours là, mobilisé pour le combat à nos côtés. La ville de Niamey constitue à cet égard un enjeu important et la tâche principale du bureau que vous mettrez en place à l'issue de vos présentes assises sera de consolider l'implantation des structures du parti et d'assurer une animation à la base à même de leur permettre de répondre efficacement aux mots d'ordre qui leur seront adressés. Voilà ce que va être la tâche principale, chers camarades, du bureau que vous aurez à installer à l'issue des assises de votre présent conseil. Votre bureau aura également à contribuer à la mise en place des structures de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, dont je salue une fois encore les représentants ici présents. La MRN se doit de se réorganiser sur ses bases nouvelles. Je suis convaincu que son nouveau départ lui conférera toute la vitalité qui lui avait fait défaut jusqu'à présent. Chers camarades, je sais que vous avez déjà organisé les consultations nécessaires pour la mise en place des nouveaux bureaux, consensuels et représentatifs. Je n'ai aucun doute que ce bureau fera preuve de la même efficacité, sinon plus, que celui qui remplace. Je voudrais l'assurer d'avance de mon soutien total, ainsi que de celui du comité exécutif national, tout en remerciant une fois encore le bureau exécutif fédéral sortant pour son bilan remarquable et en souhaitant grand succès à vos travaux. Je déclare ouvert les assises de votre conseil fédéral. Ainsi, les délégués venus de toutes les localités de la région de Niamey auront à adopter le rapport moral et financier avant de procéder à l'élection de nouveaux membres qui auront la lourde mission de conduire le combat politique autour de la région de Niamey. À l'occasion de l'ouverture de ces assises du Conseil fédéral, le président par intérim du comité exécutif national du PNDS, Taraya Bazoum Mohamed, a fait une analyse de la situation sociopolitique du pays au lendemain de la création de la nouvelle alliance, dite Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation ARDR. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. À l'occasion de la mise en place de la nouvelle alliance, le président Mahaman Ousmane a accusé le président Issoufou Mahamadou de diviser les partis. Je voudrais lui répondre en lui disant que de tous les chefs de partis politiques, il est le moins placé pour porter de telles accusations. Car en matière de division des partis politiques, lui c'est un orfèvre.
qu'ils se souviennent de ce qu'était la CDS Rahama en 1993. 24% de l'électorat qui regarde ce que ce parti est devenu aujourd'hui. Il est né, s'il vous plaît, il est né au moins 12 partis des flancs du CDS Rahama, tous nés de scissions provoquées par le président Mohamed Ousmane. Et qui regarde ce qu'est devenu le parti de Mahamadou Issoufou. C'est parmi les deux lequel qui divise les partis. Celui qui de 14% ramène son parti à 36% ou celui qui de 24% le ramène à 8% et peut-être, je suis convaincu, à 3% en 2016. En vérité, camarades, l'idée du président de la République était de créer les conditions d'une implication des forces politiques les plus nombreuses possibles dans la gestion du pouvoir. Son idée du gouvernement d'union nationale procédait de cela. Il n'avait à l'esprit que deux choses. Premièrement, répondre de la façon la plus adéquate aux défis sécuritaires propres au contexte de notre sous-région, en confortant les bases de la cohésion nationale d'une part, et pour cette même raison, deuxièmement, apaiser les facteurs de tension liés à la lutte pour le pouvoir en y associant les uns et les autres d'ici l'échéance de 2016. Telle était son intention et telles étaient ses motivations. Le résultat auquel nous sommes parvenus n'est pas exactement conforme à l'objectif que nous nous étions assignés au départ. Ce résultat, en effet, oui, n'est pas tout à fait conforme à l'objectif visé par le président de la République. Mes chers camarades, je n'ai pas besoin de vous dire qu'à la situation qui prévaut actuellement, nous, comme le président de la République, aurions préféré la matérialisation de la première idée du président d'un gouvernement qui aurait impliqué le MNSD Nassara et le modèle Lumana dans leur intégralité. Nous y avons œuvré avec foi et sincérité. Avec le MNSD, par exemple, nous étions parvenus à un projet d'accord sérieux après des discussions qui, pour laborieuses qu'elles fussent, n'en ont pas moins été concluantes. La volte-face de dernière minute du président de ce parti reste pour nous un mystère insondable. Il semble avoir cédé à la pression d'acteurs qui pensent nous nuire en faisant échec à ce projet. Au vu du résultat, ils doivent certainement déchanter aujourd'hui car ils ont à l'évidence fait un grand tort à l'homme qui s'est laissé aller à leur jeu maléfique. Ils ont en effet porté un préjudice irrémédiable à son leadership et mis dangereusement en cause l'unité de son parti. S'agissant de Lumana, nous sommes surpris par le sentiment de ras-le-bol que semble éprouver le président de ce parti vis-à-vis de notre cohabitation, du moins tel que cela transparaît à travers certaines de ses déclarations depuis lors. Pour notre part, en dépit de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous savions, nous étions prêts à négocier les compromis indispensables pour le maintien d'une alliance que le destin de nos deux partis a rendu nécessaire et possible. Nous avions fait le pari de la durée quant à notre contrat avec Lumana. Tout notre comportement le témoigne avec éloquence. En face, les calculs étaient manifestement autres, fondés notamment sur un agenda sans rapport avec celui de la République.
Du reste, on se souvient qu'à l'issue de la dernière session de l'Assemblée nationale du mois de juin, commentant le vote tout à fait bizarre relatif au statut de la douane, les journaux bien informés des intentions de certains avaient annoncé que ce vote préfigurait la refondation du paysage politique programmé pour la session d'octobre. De même, nous savons quand, où et par qui a été rédigée la première mouture du statut de l'alliance politique annoncée hier. Nous étions également au courant des démarches entreprises pour suggérer la fusion entre le MNSD Nassara et le Modène Lumana. De même que nous avons tous les détails de la réunion tenue à Yuri au mois de juin entre les présidents du MNSD Nassara, du Modène Lumana et de CDS Rahama. L'épisode des ministères coquilles vides n'a en vérité été qu'un simple alibi. L'épisode des ministères coquilles vides n'a été en vérité qu'un simple alibi pour accélérer la mise en œuvre d'un projet mûri de longue date. La rapidité avec laquelle la rupture de notre contrat d'alliance a été prise et consommée est édifiante à ce sujet. Notre parti avait à l'époque, vous vous souvenez, à travers 2 communiqués, déploré le tour pris par les événements et appelé à la modération en vain. Et comme tous les humains, nous ne sommes pas tenus à l'impossible. Chers camarades, si je me suis étendu peut-être outre mesure sur cet aspect des choses, c'est parce que pour nous, en politique aussi, un minimum de morale doit prévaloir. Il fallait que je vous dise, par conséquent, quelle a été notre part de responsabilité et ce que nous devons assumer. Notre conscience est tranquille et ceux qui ont pensé faire tort au président de la République en torpillant son idée du gouvernement d'union nationale en sont aujourd'hui pour leurs frais. Nous avons mis en place, ne leur en déplaise, un gouvernement assis sur une base politique très large, un gouvernement caractérisé par une cohésion remarquable, un gouvernement pluriel sous tous les rapports nécessaires. Mais le plus important, c'est que ce gouvernement est soutenu par une majorité large et solide à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont des doutes à ce sujet le vérifieront à l'occasion de la présente session parlementaire. Ceux qui s'ingénient à distiller des rumeurs faisant état de risques de stabilité politique et institutionnelle seront mis à l'épreuve de leurs mensonges. Dans notre régime semi-présidentiel, s'agissant de stabilité, le pilier de notre architecture institutionnelle est l'Assemblée nationale. Lorsqu'un gouvernement n'y dispose pas du soutien de la majorité simple, il tombe fatalement. On l'a vu. On l'a vu, je le rappelle à certains, on l'a vu en 1994, on l'a vu en 1995 et on l'a vu aussi en 2007. Mais dès lors qu'il a cette majorité, il est assuré de sa stabilité et du vote des lois qu'il soumet à l'Assemblée nationale. Nous sommes en ce moment dans ce dernier cas de figure Equi+E. Je vous promets que nous ferons en sorte que la preuve en soit administrée de la façon la plus nette à l'occasion de cette session, pour que, de la façon la plus nette à l'occasion de cette session, par le moyen le plus approprié, de façon claire, afin que triomphe sans équivoque la vérité et que le mensonge s'évanouisse comme il se doit. Mes chers camarades, si le soutien d'une majorité très confortable nous est assuré à l'Assemblée nationale et qu'il s'agit là, évidemment, d'un gage certain,
de la stabilité institutionnelle dont nous avons besoin pour la mise en œuvre du programme de la Renaissance. Nous avons également besoin d'un soutien politique conséquent. Il faut préciser que les assises du Conseil fédéral du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS-Taraya, Fédération du Niamey, ont pris fin cet après-midi et ont abouti à la mise en place de toutes les structures fédérales au titre de la région. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Conférence de presse du réseau de la Renaissance pour le Niger ce matin au Palais des Congrès du Niamey, conférence au cours de laquelle le coordinateur du collectif du mouvement actif pour le progrès MAP a fait le tour des réalisations effectuées par le président de la République, Issouf Mahamadou, pendant son mandat. Nous vous proposons un extrait de cette conférence. Donc, quand on prend le domaine de la santé publique, aujourd'hui, c'est sans hésitation que dans le domaine de la santé publique, on a une satisfaction à 100%, bien qu'il y a des imperfections. Mais l'être humain ne peut pas tout faire comme il le désire. Bien que tu fais le chantier, il y a d'autres qui décreusent le chantier. Et c'est pour cette raison que nous en témoignons beaucoup de choses, des réalisations qui ont été faites dans le cadre de la santé publique. Du système éducatif, je pense que même hier vous avez vu la première dame, Malika Issoufou. Elle a parrainé la fête du 5 octobre des enseignants. Et tous les enseignants sont unanimes et sont contents. Et nous avons constaté la rentrée scolaire. Ça s'est passé vraiment dans de bonnes conditions. Bien qu'on ne peut rien faire à 100%. Mais quand même, les acteurs de l'éducation nationale ont répondu, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit nous, acteurs de la société civile, qui accompagnons les actions de son Excellence le Président de la République, Alhaji Issouf Mahamadou. Dans le domaine de la sécurité publique, et là, il faut dire que vraiment, chapeau à son Excellence le Président de la République, Alhaji Issouf Mahamadou. Parce que la vision du Président a permis la gestion du conflit malien et a évité beaucoup des épreuves difficiles à notre pays. Et ça, c'est salutaire. C'est pour cela nous tenons à adresser un témoignage de satisfaction et de remerciement à toutes nos forces de l'ordre de défense et de sécurité, qu'ils trouvent ici nos félicitations et nos remerciements. Et nous les encourageons encore à continuer comme d'habitude. De la situation politique, c'est sans embâche que vous voyez aujourd'hui, ces derniers temps, il y a tellement de tapages médiatiques, des déclarations de tous bords, compte tenu de la situation dont vous connaissez. Mais, pendant sa campagne électorale, le président de la République, Alhaji Mahamadou Issoufou, il a toujours dit que lui, dès qu'il vient au pouvoir, il fera un gouvernement d'union nationale. Et c'est solennellement que son Excellence, le président de l'Assemblée, Kham Mahamadou, a soutenu cette thèse du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Et voilà, chers amis, ce que nous tenons à dire ici, et ce que nous avons lancé comme message à la nation nigérienne d'être vraiment prudente. Car ce pays-là, aujourd'hui, il n'a pas besoin de troubles. On a besoin de travailler, et c'est le travail qui paye. Je suis sur ce plateau avec M. Modi Adamou, il est directeur des études et de la programmation de l'ETEC. M. Modi, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter très brièvement l'ETEC? D'accord. Permettez-moi du prime abord de remercier la télévision mère pour l'opportunité qu'elle nous offre à ces périodes de rentrée scolaire de pouvoir parler de notre établissement. L'ETEC, c'est l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication. Nous sommes un centre de formation professionnelle au niveau supérieur et nous avons ouvert à Niamey et à Maradi. Nous sommes situés au rond-point du 2e arrondissement et à Maradi, c'est la sortie route d'Aïssa. Alors, l'ETEC offre des opportunités de formation dans les domaines du tertiaire. Nous avons actuellement 13 filières au niveau supérieur qui sont opérationnelles, dans lesquelles nous accueillons des étudiants.
Nous savons, M. Modi, que votre rentrée, c'est pour demain, lundi 7 octobre à 8 h. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour qu'elles soient effectives? Oui, à ce niveau, nous avons tout mis en œuvre, d'abord avec les principaux concernés, les étudiants qui s'inscrivent, et de l'autre côté, le corps professoral. À la date d'aujourd'hui, nous avons fini les plannings des cours et les calendriers et les programmations sont déjà affichés. C'est pour vous dire, à l'ETEC, chaque fois, nous nous sommes dit qu'il faut effectuer notre rentrée à temps pour pouvoir répondre aux exigences actuelles de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire pouvoir exécuter l'année convenablement et surtout permettre aux étudiants qui sont en fin de cycle de pouvoir élaborer les différents documents à temps. Donc à la date d'aujourd'hui, nous sommes enfin prêts à acquérir tous nos étudiants dès demain matin, 8 h. L'ETEC est une jeune école et malgré cette jeunesse a une très grande renommée. Qu'est-ce qui explique ce succès? Bon, permettez-moi toute modestie à part de dire que cette renommée, d'abord, elle n'est pas uniquement plutôt au plan national. Nous avons une renommée au plan international parce que nous avons compris dès la création qu'aucune institution, et particulièrement dans le domaine académique, ne peut évoluer en vase clos. C'est pour cela, dès la création de l'ETEC, nous avons entrepris des démarches allant dans le sens de nous ouvrir aux autres institutions, particulièrement les universités au plan national, mais aussi les universités au plan international. En ce sens, nous avons noué des relations de partenariat avec notre prestigieuse université Abdou de Niamey et les nouvelles universités, en l'occurrence l'université des Anders et l'université d'Ottawa. Maintenant, toujours au plan national, nous avons dit, nous formons pour qui? Nous formons pour les entreprises, pour l'État, pour les ONG. Pour cela, nous avons noué des relations de partenariat avec des entreprises, ce qui va permettre aux professionnels d'entreprise d'intervenir dans nos programmes, mais aussi d'avoir des débouchés pour nos étudiants. Au plan international aussi, nous avons noué des relations de partenariat universitaire, ce qui nous a permis d'avoir un partenariat avec le groupe Euro-American International University et le groupe School Management, qui, dans le cadre de ce partenariat, nous appuie en perfectionnement des programmes, mais aussi nous permet d'avoir ce qu'on appelle la double diplomation. Actuellement, l'ETEC est la seule école au Niger qui est capable d'offrir à ses étudiants l'opportunité d'avoir les diplômes de l'ETEC, mais aussi les diplômes du partenaire, qui est un réseau d'universités présents sur 3 continents, en Afrique, en Europe et en Amérique. Et actuellement, nous sommes membres de ces réseaux à part entière. Même sur les sites, vous allez voir que le Niger fait partie et c'est à travers la représentation de l'ETEC. Mais aussi, nous avons essayé de voir dans la sous-région. Pour cela, nous avons noué des relations de partenariat avec la FASEG de l'Université d'Abomey-Calavi, en l'occurrence la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi, les écoles du Ouaga et aussi certaines écoles du Bénin, des écoles de formation privée. Ce qui nous a permis très tôt de comprendre qu'il faut évoluer en tenant compte du contexte actuel de la mondialisation. Mais aussi, nous nous sommes dit qu'il faut donner aux Nigériens le même niveau d'enseignement que les autres écoles de la sous-région. À travers le benchmark que nous avons réalisé, nous avons constaté qu'il y a des organismes au plan sous-régional, même continental, qui ont pour mission de permettre aux écoles de pouvoir labelliser leurs diplômes, en l'occurrence le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce qui nous a poussé très tôt à aller vers cette institution pour la reconnaissance de nos diplômes. Monsieur Modi, en seulement 6 ans, vous êtes l'école qui a le plus grand nombre de diplômés reconnus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Pouvez-vous nous dire ici votre secret? Bon, le secret, il est simple, c'est le travail. Et le CAMES a des normes, il y a des standards, que ce soit les écoles de formation privées, mais aussi les universités ou les écoles publiques doivent respecter. Et en ce sens, dès 2010, nous avons entrepris la première démarche, mais cette démarche a été rendue possible par la mobilisation du corps professoral, ce qui nous a permis d'avoir actuellement 4 licences, en l'occurrence la licence comptabilité et gestion des entreprises, la licence gestion commerciale, la licence gestion des ressources humaines et la licence communication qui sont reconnues par le CAMES. Et au niveau master, ce qui est une innovation au Niger, actuellement nous sommes la seule école disposant non seulement de ces 4 licences, mais de 2 masters reconnus par cette institution panafricaine qui regroupe 17 pays et qui a ses reconnaissances même au plan européen. Nous avons actuellement le master en gestion des projets et le master en comptabilité, contrôle, audit qui sont reconnus par cette institution. Alors, pour pouvoir atteindre ces standings, il y a un certain nombre d'éléments
On regarde la qualité du corps enseignant. Est-ce que vous avez des dispositifs institutionnels d'encadrer les étudiants comme ça se doit selon les standards internationaux? Et ce qui nous a poussé dès 2009 à mettre en place des structures de gestion. Et ces structures de gestion, celles qui s'occupent du volet académique, c'est le conseil scientifique et pédagogique. Et ce conseil scientifique est présidé par un enseignant de rang magistral, un enseignant de rang A, qui est un agrégé en gestion. Et qui est, vraiment, c'est l'occasion pour nous de le remercier pour tout ce qu'il ne fait, pas pour l'ETEC, mais il le fait pour le Niger. Monsieur Modi, votre mot de fin? Bon, permettez-moi d'abord de lancer des appels. Mon premier appel, c'est en direction du corps professoral. Nous tenons sincèrement à les remercier. Nous les remercions pour l'appui inestimable qu'ils nous apportent. Quand vous prenez le conseil scientifique, tous ces enseignants qu'on mobilise malgré leurs contraintes au plan international, mais on les fait venir au Niger. Tous les enseignants qui sont sur place, de l'université Abdoumouni et des autres universités de l'intérieur, qui sont membres du conseil scientifique. Malgré leurs occupations, nous tenons sincèrement à les témoigner toute notre gratitude. Notre gratitude va aussi à l'endroit du corps enseignant qui ne sont pas membres du conseil scientifique. Si aujourd'hui l'ETEC est parvenu à ce niveau, c'est grâce à ce corps professoral. Et nous tenons aussi à remercier les étudiants. Aujourd'hui, c'est eux qui font notre fierté et constituent des produits qui nous représentent sur le marché du travail. C'est aussi un élément important à prendre en compte. Et troisième chose, nous tenons à remercier les parents d'élèves. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel en direction des parents d'élèves. L'école est une institution de formation et l'école appartient à la communauté. Nous voulons la pleine implication des parents d'élèves dans la gestion de l'école. Et pour finir, je disais que notre objectif, c'est de fournir au Niger encore, comment on appelle ça, des ressources humaines de qualité qui répondent aux standards internationaux. Pour cela, nous avons entrepris un certain nombre de démarches et actuellement, nous avons dit qu'il y a un certain nombre de variables sur lesquelles nous n'allons pas lésiner. En l'occurrence, la qualité du corps professoral qui intervient. Nous n'allons pas lésiner sur les contenus des programmes. Nous n'allons pas lésiner sur les méthodes d'évaluation, mais nous sommes en train de nous doter d'un cadre. C'est-à-dire l'ETEC est en train de construire un site propre à l'école qui répond aux standards. Et aussi, l'innovation va dans le sens d'ouvrir à l'intérieur. Actuellement, nous avons déjà une antenne à Maradi, mais il faut qu'on pense aux autres régions. Et nous sommes à l'ère du numérique. L'innovation va consister aujourd'hui au niveau de l'ETEC à pouvoir former même à distance. Merci. Monsieur Modi Adamou, vous êtes directeur des études et de la programmation de l'ETEC. Merci d'être venu. La suite de cette édition, ouverture ce jour à l'hôtel Sahel du Niamey, des assises d'un dialogue social sur les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants sur l'initiative de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant. Ce dialogue social a été rendu possible grâce à l'appui de l'ONG internationale Save the Children Dakar et il aura pour thème la problématique de la mendicité et du mariage précoce et forcé des enfants au Niger, compte rendu Seyni Ismaël Ibrahim et Issouf Suleiman. Ce dialogue social sur la problématique de la mendicité, du mariage précoce et forcé des enfants au Niger rentre en droite ligne des activités commémorant la 23e journée de l'enfant africain à son édition 2013. Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective, était alors le thème retenu à cet effet. Au regard des statistiques non reluisantes, publiées notamment par l'UNICEF en 2011, portant à 85% le taux des jeunes filles nigériennes se mariant avant 15 ans, à travers le présent cadre de dialogue, la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant poursuit des objectifs. Créer et animer un cadre de concertation des acteurs jouant un rôle dans le plaidoyer en faveur de l'éradication des pratiques traditionnelles et culturelles préjudiciables au bien-être des enfants, mettre la problématique de la mendicité des enfants à des fins économiques et le mariage précoce sur l'agenda des porteurs d'obligations et des communautés. Outiller les acteurs de la protection, des médias et autres acteurs sur les droits de l'enfant et le mariage en islam et la responsabilité parentale dans le bien-être des enfants. Élaborer enfin des programmes de lutte
contre la mendicité des enfants et le mariage précoce dans notre pays. Pour le ministère en charge de la protection des enfants, ce dit cadre de dialogue intervient fort opportunément car au temps présent, une fille sur deux se marie au Niger avant l'âge de 15 ans. Nous nous devons d'œuvrer ensemble pour éradiquer ce spectre et ces fléaux que constituent les pratiques traditionnelles néfastes pour nos enfants. Je saisis cette occasion solennelle pour rappeler à l'assistance l'engagement des autorités de la 7e République à faire de la promotion et de la protection des droits de l'enfant, de la lutte contre les violences, abus et exploitation à l'égard des enfants une priorité. Plus de 60% des filles épouses des régions en développement n'ont pas d'éducation scolaire selon un rapport 2012 de l'UNFPA. On estime qu'entre 2010 et 2012, environ 142 millions de filles se marieront avant leurs 18 ans dans le monde entier, soit environ 14 millions de filles par an. Conférence sur le thème « Contribution du privé à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle au Niger ». Elle s'est tenue hier après-midi au siège du SNAD, organisé par les responsables de l'Institut de l'élite de Niamey. Ils ont profité de cette tribune pour publier les différentes innovations en matière de formation professionnelle et supérieure. Les détails avec nos reporters Djouari Isaka et Isaka Issa. Permettre au Niger d'avoir un enseignement supérieur de qualité et de répondre aux besoins des formations professionnelles des jeunes et des cadres nigériens et aussi surtout combler le retard que le Niger accuse dans le domaine de la formation professionnelle que les responsables de l'Institut, l'élite de Niamey, vient à travers cette conférence exposer et expliquer les différentes formations dont il dispose. Donc le Niger est l'un des pays ouest-africains les plus en retard au plan de la scolarisation, particulièrement au plan de l'enseignement supérieur. Nous devons en avoir honte. Mais au lieu d'en avoir honte et de s'asseoir, nous nous sommes dit que l'État n'est pas le seul à devoir faire face à cette situation. Et nous avons dit qu'il y a des Nigériens compétents qui peuvent contribuer à rehausser, à relever les offres en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Mais au lieu de laisser le secteur à ceux que d'aucuns appellent de tout venant, parce que ce n'est pas parce qu'on tient un couteau qu'on est forcément un bon chirurgien, les professionnels de l'éducation, les professionnels de la formation doivent s'impliquer dans cette perspective. Et c'est cela qui nous a motivés pour créer l'Institut l'élite de Niamey. Il faut dire qu'au niveau régional, le Niger occupe un rang peu enviable en matière de formation professionnelle diplômante. L'Institut l'élite de Niamey dispose aujourd'hui d'une variété de formations pour le Nigérien. L'Institut l'élite de Niamey offre 3 filières dont je vais rapidement vous exposer les contenus. La première filière est un master professionnel en management de l'éducation. C'est une filière qui a pour vocation de former des professionnels en sciences de l'éducation et ces professionnels qui souhaitent naturellement développer leurs compétences dans le domaine de sciences de l'éducation, comprenez par sciences de l'éducation l'enseignement. Cette filière est un programme de formation très spécialisé en sciences de l'éducation, exclusivement dans l'accompagnement pédagogique. Les rites du Hajj 2013 se poursuivent en Arabie Saoudite. Les pèlerins nigériens sont aujourd'hui à la Mecque pour accomplir leur devoir religieux. D'une manière générale, on peut retenir que tout se passe bien sous la supervision du commissariat à l'organisation du Hajj et la Umrah. On déplore cependant une perte en vie humaine. Une femme est décédée d'une mort naturelle. Dans un point de presse qu'il a animé sur place, le président du COHO dit être confiant quant à la réussite du pèlerinage. Remise de diplôme à l'Alliance française de Maradi ce matin au 21, apprenant du français de la session d'avril 2013, une cérémonie à laquelle on prépare plusieurs invités de marque, compte rendu à Den Algalas et Maman Oumarou. L'Alliance française de Maradi, Aframi en abrégé, tout comme le centre culturel Jean Rouch de Niamey, celui des Inders et l'Alliance française d'Agadez, constituent le réseau de coopération culturelle
étroitement liés à l'ambassade de France au Niger. Outre la connaissance des cultures françaises, africaines et autres, à l'Alliance française de Maradi, on vous permet également de vous initier et de vous perfectionner en langue française, et ce, à votre rythme. À ce titre, l'Alliance est un centre d'examen pour les diplômes délivrés par les ministères français de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour certifier les compétences en français des apprenants. Ces diplômes sont à 2 paliers. Le diplôme d'études en langue française qui comporte 4 diplômes indépendants du niveau A1, A2, B1 et B2. Et l'autre palier, celui du diplôme approfondi de langue française qui comporte 2 niveaux, C1 et C2. Soit 6 diplômes qui sont totalement indépendants, d'où la possibilité pour les candidats de s'inscrire simultanément à plusieurs ou à un seul. Pour la session d'avril 2013, les candidats étaient au nombre de 21 à se présenter aux examens tous niveaux confondus. Sur les 21, 15 ont été admis, soit un taux de réussite de 78% réparti comme suit. 1 en niveau A1, 7 en A2, 5 en B1, 1 en B2 et 1 en C1. Les récipiendaires vont ainsi enrichir leur curriculum vitae ou encore pour intégrer le marché du travail français ou francophone, qui pour poursuivre ses études, qui pour mettre en valeur ses compétences en langue française ou acquérir des responsabilités dans son travail ou encore devenir bilingue. Au terme de cette cérémonie, Mme Ati Mérené, la responsable du centre, s'est félicitée du résultat obtenu tout en encourageant les récipiendaires et dira que le centre d'apprentissage de langue française est ouvert à tous, hommes et femmes et de tous les âges. Le directeur d'Aframi, Sani Bouda, annoncera que le centre est également ouvert à des apprenants du Nigeria voisin. Quant au président du comité des examens, il a exhorté les Nigériens à perfectionner leurs connaissances en langue française, l'ouverture étant faite par la coopération française. La Fédération nigérienne d'athlétisme a procédé ce matin à l'Académie des arts martiaux à la cérémonie de remise de médailles aux meilleurs athlètes du championnat national édition 2013. Et c'est la région de Niamey qui s'est classée première au classement général, compte rendu Pascal Sessou-Gauthier et Mohamed Soumana. Après 3 jours d'intense compétition, la Fédération nigérienne d'athlétisme a procédé ce matin à l'Académie des arts martiaux à la remise des médailles aux athlètes qui se sont illustrés par la plus belle manière lors du championnat national d'athlétisme édition 2013. Cadre de donner et de recevoir, cette présente édition a favorisé non seulement le brassage entre les jeunes, mais aussi et surtout à l'encadrement technique national de détecter des jeunes talents. La Fédération a mis les bouchées doubles avec la collaboration du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons pu organiser ce championnat et vous avez vu que nous avons eu des jeunes. C'est parce que la fédération est en train de renouveler la population des athlètes. Parce que depuis un moment, nos athlètes qui sont avec nous, on a compris qu'ils ont atteint un certain âge et qu'ils sont en train de régresser. Tout à l'heure, vous aviez entendu, le speaker disait qu'il y a une fille qui a atteint le record du Niger. Ce qui veut dire que ceux qui sont en train de faire sur le terrain sont en train de donner des fruits déjà. Une réelle satisfaction pour la région de Tawa, classée 2e, après Niamey qui a glané 26 médailles. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est content et vraiment, on a un peu approché nos performances parce que c'est un championnat vraiment qu'on a tenu au début de l'année, juste à la rentrée. Et les enfants se sont battus, vous avez vu, vraiment on a eu la 2e place avec 14 médailles. Vraiment on peut dire que c'est une fierté et courage aux athlètes. Rendez-vous est pris pour la saison sportive 2013-2014, une année pleine d'activités avec plusieurs défis à relever. Coup d'envoi hier au stade régional de Tawa de la première édition de la Coupe nationale, version football des tournois des grandes vacances, communément appelés TGV. Et il s'agit à travers cet acte de formaliser les TGV, ceci pour l'émancipation de la jeunesse, mais aussi créer un cadre idéal pour une émergence d'une élite. Envoi spécial Issouf Kodou. TGV, tournoi des grandes vacances, en passe d'être tournoi de très grande valeur. Pour la bonne et simple raison du fait du crédit qu'accordent désormais les autorités de la 7e République.
en rendant sa pratique plus formelle de par la création d'un cadre, la rendant encore plus visible, plus large, en y impliquant hiérarchiquement toutes les autorités. C'est donc un travail de conscientisation qui vient d'être mis en place et assurément un socle qui aura des dividendes positifs. Avec une participation effective de 8 régions, dont la plupart sont représentées par des départements ou des communes rurales, ce qui donne un charme supplémentaire à la chose. À cet effet, le gouverneur de la région d'Ottawa, M. Salif Barmou, a magnifié l'événement et surtout la pratique sportive en général, où le président de la République et le Premier ministre ont d'ores et déjà pris l'engagement de faire de l'épanouissement de la jeunesse un souci majeur. Par la suite, M. Haruna Dantonka, directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, s'est dit réjoui et satisfait de voir ce rêve devenir une réalité. C'est donc une réponse, voire un acte de prise de décision qui vient d'être concrétisé par la volonté des plus hautes autorités. L'organisation effective de cette première édition de la Coupe nationale des tournois des grandes vacances de football répond à un point douté à ce besoin sans cesse croissant des jeunes à satisfaire, car nous pouvons désormais nous réjouir de l'existence des cadres formels et adéquats de la pratique de ce sport de proximité, et cela conformément à un des vœux les plus chers de son Excellence, El Haj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, celui de voir créer partout au Niger des cadres d'épanouissement et d'émancipation des jeunes. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse et des Sports, sous la haute conduite de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, poursuivra ses efforts pour consolider et pérenniser ce cadre de mobilisation et de rencontre fraternelle de la jeunesse de notre pays. C'est donc parti pour une fête qui promet d'être belle et surtout taillée sur mesure, où ces jeunes auront l'occasion de s'exprimer, d'où l'autorisation par le règlement de 5 remplaçants pour une durée de 2 fois 35 minutes. Une formule de 2 poules de 4 équipes. Poule A, Difa ici en bleu et Tawa en blanc sur le terrain, accompagnés par Niamey et Tilaberi. Poule B, Dosso, Zender, Agadez et Maradi. Et pour cette première partie, même si le score reste nul pour l'instant, Difa, représenté par le département de Maine-et-Soroa, en bleu, et Tawa par Malbaza, les Difalais ont été plus impressionnants en portant constamment le danger dans le camp adverse. L'on a noté 3 occasions manifestes de but en la faveur des Difa, mais sans suite. Mi-temps, 0 but partout. Peu après, l'arbitre Aliou Chebou ramène les 2 formations sur le terrain qui semblent beaucoup plus entreprenantes de par leur engagement physique. À l'image de ce but volontaire, saut en extension et tête piquée de Mustafa Ali de Tawa. Mustafa Ali, âgé de 20 ans seulement. 1-0 pour Tawa. Par la suite, Tawa, à l'image de Difa lors de la première mi-temps, devient plus autoritaire avec une certaine aisance dans le jeu collectif, synonyme d'une bonne gestion afin de préserver ce mince acquis qui, pour finir, se capitalise en 3 points pour Tawa. Demain, lundi 7 octobre, dans la matinée, Tilaberi Difa dans le groupe A et l'après-midi dans le groupe B, Maradi Dosso. À la partie magazine de cette édition, il s'agit de l'intégralité de la conférence de presse animée ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui, à l'occasion, a fait le tour d'horizon des questions touchant la vie de la nation pendant les 2 ans et demi d'exercice du gouvernement de la 7e République. Très bonne réception, excellente soirée et bon début de semaine à tous. C'est une belle occasion, effectivement, pour nous retrouver et échanger sur la vie nationale. C'est certainement le moment pour s'interroger sur qu'est-ce qui a été fait. À présent, je voudrais juste, avant de vous passer la parole, faire un petit tour d'horizon sur les principales questions qui me paraissent être fondamentales quant à la vie de la nation.
Je voudrais commencer par dire que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, à travers son programme, le programme de Renaissance du Niger, tracé la vision qu'il a pour le Niger, dégager les objectifs qu'il assigne à son gouvernement. Et donc, il s'agit pour nous de dire dans quelle mesure ces objectifs, le gouvernement a essayé donc de les atteindre avec le contexte qui est le nôtre. La première préoccupation qui était celle du chef de l'État, certainement sans aucun doute celle de tous les Nigériens, c'est la sécurité, les questions sécuritaires. Vous l'avez certainement constaté vous-même, en dépit des menaces réelles qui pèsent sur notre pays, qui ont pesé lourdement et qui continuent de peser sur notre territoire, nous pouvons estimer que le Niger s'en sort plutôt bien. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que ces menaces, quand on les évoque, il s'agit de mensonges d'État. Je pense honnêtement qu'à regarder bien, si on est conscient de ce qui nous entoure, nous devons être d'accord avec cette réalité qui est celle de notre sous-région et celle de notre pays. Il s'agit de menaces réelles, de facteurs d'insécurité assez graves qui nous entourent. Et comme je l'ai dit, notre pays a plutôt pris le devant aussitôt l'accession du président de la République au pouvoir pour faire en sorte que toutes les dispositions soient prises pour contenir, pour faire face à ce défi. En particulier, le gouvernement a fait des efforts importants s'agissant des capacités de nos forces de défense et de sécurité qui se sont vues bien renforcées, aussi bien au plan donc des hommes, de leur formation, l'équipement, qu'il soit terrestre ou aérien. En tout cas, nous avons aujourd'hui des capacités réelles au plan de défense et de sécurité qui, je le pense sincèrement, dissuade plus d'un pour déstabiliser notre territoire. Ensuite, il y a toutes ces actions civilo-militaires, toutes ces actions de sensibilisation qui ont certainement contribué à assurer la paix et la quiétude dans notre pays. Le deuxième sujet, la deuxième préoccupation, c'est la question alimentaire. Là également, nous avons un contexte national qui fait que notre pays a toujours vécu dans le stress des sécheresses et autres calamités naturelles qui rendent nos populations vulnérables sur le plan alimentaire. Et là également, le gouvernement a déployé d'énormes efforts. En tout cas, pendant les 2 ans et quelques, nous avons appris à faire face avec une certaine efficacité, pour ne pas dire une efficacité certaine, au défi de la famine. Nous avons beaucoup d'exemples. En 2011, 2012 et même 2013, pour convaincre tous ceux qui sont sceptiques de ce qu'au Niger, en tout cas, la question alimentaire est bien prise en charge. Elle est bien prise en charge non seulement par nos efforts propres, mais aussi avec l'apport très appréciable de nos partenaires qui estiment que nous méritons leur soutien. Vous le savez, depuis les années 80, 89, le Niger dispose d'un outil qui s'appelle le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Et depuis 2012, nous avons renforcé ce dispositif avec l'aspect gestion des catastrophes. Parce que vous l'avez noté, ces catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes
et nous pose de plus en plus de grands défis en termes de protection civile, de protection des populations, avec tout ce que vous connaissez comme le phénomène d'inondation. Là également, je pense que les dernières années, nous avons eu des épreuves dans ce domaine des inondations et des efforts importants ont permis en tout cas de gérer au mieux des intérêts des populations cette question assez grave. Je crois que dans ce domaine, il faut le dire, il faut le préciser, quels que soient les moyens déployés par le gouvernement, si les populations ne prennent pas véritablement conscience de ce que la meilleure protection, c'est de s'éloigner des zones inondables, je pense que nous aurons toujours des difficultés. Mais malgré tout, en tout cas, nous avons eu à gérer là également avec toute l'efficacité requise ces crises d'inondation que nous avons connues. Alors, les autres préoccupations sont connues, mais elles se posent chaque fois également avec acuité. Et je pense que là également, je dois souligner que des efforts importants sont faits et vont être renforcés. Si vous prenez le cas de la question de l'école, la question de l'éducation, c'est une grande préoccupation nationale, l'éducation. L'école nigérienne, elle a toujours du moins connu des difficultés et ces difficultés s'accumulent. Voilà pourquoi le gouvernement s'attelle à présent à véritablement prendre en charge cette question de manière à ce que tous les problèmes que nous connaissons puissent être véritablement pris en charge. Et il s'agit par exemple de voir au plan politique comment mieux cerner la question d'éducation. C'est ainsi qu'avec le nouveau gouvernement, vous avez noté que les différents segments de l'éducation ont été chacun érigés en département ministériel pour mieux prendre en charge la part que représente ce segment. Je parle de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Sans oublier qu'il y a un département à part entière pour l'enseignement professionnel et technique. Donc tout ceci pour dire combien au plan politique nous estimons que cette question est fondamentale et qu'elle conditionne sans aucun doute l'avenir de notre pays. Donc il y a lieu de lui consacrer tous les efforts budgétaires, les efforts en ressources humaines. En tout cas, la nation entière est conviée à prendre part à la sauvegarde et à l'amélioration des conditions de notre école. Nous avons effectivement déclaré l'année 2013-2014 année de l'éducation. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un slogan, il s'agit de consacrer véritablement toutes les réformes et toutes les actions de nature à donner à cette école, à l'école nigérienne, toutes ces lettres de noblesse. En l'occurrence, quelques exemples, c'est de dire par exemple que nous envisageons déjà la création des universités, au moins 2 universités pour l'année 2014 à l'intérieur du pays. Les bacheliers, tous les bacheliers 2013, nous sommes en train de prendre les dispositions pour leur inscription effective dans les universités. Et donc tout ceci pour dire que véritablement il y a un tournant que nous voulons prendre en 2013-2014 pour que l'éducation soit effectivement sur les rails. Alors, vous allez me dire que c'est vrai que ces dossiers, c'est bien, mais sur le plan politique, comment cela se passe? Vous avez noté qu'au niveau du gouvernement, nous avons une nouvelle équipe qui a été mise en place le 13 août dernier, complétée le 26 août, et qui fait que nous sommes sur le processus de mise en place d'un gouvernement d'union nationale, tel que l'a souhaité son Excellence le Président de la République
depuis toujours et qu'il a réitéré au moment de son investiture, vous l'avez certainement tous noté, suivi, lorsqu'il invitait le chef de file de l'opposition, lui et ses camarades, à le rejoindre pour construire ensemble le Niger. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de cela. Parce que les efforts doivent être conjugués et on doit éviter la dispersion des énergies. Voilà les termes dans lesquels le président de la République a convié donc l'opposition à cette idée de gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que c'est le gouvernement d'union nationale? Je pense qu'avec tous les débats qui ont été menés, toutes les définitions qui ont été formulées par des spécialistes, nous devons être simples et considérer qu'il s'agit de convier tous les Nigériens à la gestion des affaires de l'État, du pouvoir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de bannir l'exclusion s'agissant de l'exercice du pouvoir. C'est ça l'objectif. Donc ces clivages opposition-majorité, nous pensons qu'ils n'excluent pas qu'on se retrouve lorsqu'il s'agit de l'intérêt vital, de l'intérêt national. Voilà en ce qui concerne ce gouvernement. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un nouveau gouvernement, puisque vous l'avez noté, le président de la République a renouvelé sa confiance, donc il a reconduit le Premier ministre qui est en activité, et sur sa proposition, donc sur la proposition du Premier ministre, une nouvelle équipe a été mise en place. Donc cette question aussi est très claire. Je pense que certains ont vu mal la nomination de certaines personnalités qui ne sont pas de la majorité connue au pouvoir, mais comme je l'ai dit, il s'agit de mettre l'intérêt national avant toute chose et de considérer que le président de la République, il lui est loisible de faire appel à tout Nigérien, et cela en conformité avec notre Constitution, puisque la Cour constitutionnelle l'a confirmé. Donc voilà en ce qui concerne cette question du gouvernement d'union nationale. Maintenant, effectivement, depuis un certain temps, il y a également des questions politiques qui se posent, des relations entre les partis politiques. Là également, il n'y a rien à dramatiser. Je pense qu'il y a beaucoup de supputations, beaucoup de rumeurs qui présentent notre pays comme un pays en crise. Je pense qu'il n'en est rien, honnêtement. Vous l'avez entendu vous-même de la bouche du président de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit ni d'une crise politique, encore moins d'une crise institutionnelle. Une alliance était au pouvoir qui s'appelle la MRN et au cours de son parcours, un membre a jugé utile de se retirer pour rejoindre tout récemment, vous l'avez noté également, les rangs de l'opposition. Et je dirais que c'est le jeu normal de la démocratie. Dans ce domaine, il n'y a pas lieu de dramatiser quoi que ce soit. La marche du Niger continue et je pense que si vous avez des questions sur ce plan également, nous pourrions échanger. Voilà en gros les principales questions que je voulais en introduction partager avec vous, donner mon point de vue. Et je vous laisse à présent la parole. Je suis directeur de publication du journal L'événement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté tout à l'heure et vous n'avez pas parlé de la lutte contre l'impunité. Alors, il y a en tout début d'année, votre ministre de la Justice est venu et lors d'un dîner de presse, il a parlé de la lutte contre l'impunité. Il a dit qu'il y aura plusieurs personnes qui seront arrêtées et là, plus rien. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et le peuple nigérien attend cette promesse ferme de votre ministre de la Justice. Et en plus, nous avons constaté, comme vous avez fléchi dans l'affaire Zakei, vous continuez à fléchir dans l'affaire Foucaudi, où je vous assure que l'événement a eu accès à certains dossiers et nous avons constaté de ce côté-là
qu'il y a eu certainement un arrangement entre vous et ces personnalités-là. Je vous remercie. C'est Baba Alpha, journaliste à la télévision Montferré. J'ai noté que également dans vos propos, vous n'avez pas parlé de la liberté de la presse. Alors moi, je voudrais évoquer, Monsieur le Premier ministre, l'accès aux médias d'État, aux médias publics. On constate depuis quelques moments qu'une place de choix est donnée à des particuliers à des temps records d'1 heure, 1h30 pour s'en prendre à leur propre formation politique reconnue, alors que ces partis politiques se plaignent de n'avoir pas accès aux médias publics. Ma deuxième question, Monsieur le Premier ministre, vous êtes à mi-mandat, mais seulement il se trouve qu'en 2 ans et demi seulement de gestion, l'alliance qui a porté le président de la République a éclaté. C'est vrai, vous avez dit que ce n'est pas en soi une instabilité politique, mais aujourd'hui, il est clair que nous sommes dans une situation très tendue sur le plan politique. Alors, Excellence, en 2 ans et demi seulement de gestion, une alliance s'éclate. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu de problème véritablement? Et enfin, sur le plan de l'école, Excellence, aujourd'hui il y a plus de 4 000 ou 5 000 nouveaux bacheliers qui n'ont pas accès aux universités. Ils n'ont pas été inscrits, ils n'ont pas eu le droit de s'inscrire dans ces universités parce qu'il semble que le gouvernement a annoncé un problème de capacité d'accueil au niveau des universités. Vous avez annoncé que d'autres universités seront créées. Alors ces 5 000 étudiants qui viennent de décrocher leur bac, doivent-ils attendre la fin de ces nouveaux bâtiments universitaires pour retourner à l'école? Ou bien qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quel est dans l'immédiat ce que le gouvernement prévoit pour ces jeunes Nigériens qui aspirent à continuer leurs études pour revenir servir le pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. Excellence, c'est Hassan Saleh de la télévision Labari. Et moi, Monsieur le Premier ministre, ma question est axée sur la gestion des sinistrés, notamment de 2012, et précisément ceux de DIFA. Récemment, j'étais à DIFA, j'étais sur leur site, et visiblement, moi, ce que j'ai remarqué, ces sinistrés sont laissés à eux-mêmes. Il manque de tout pour survivre. Donc, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur ces sites? Et si oui, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour essayer d'aider ces sinistrés de la région de Difa? Merci. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est concernant les inondations. J'ai remarqué que dans d'autres pays, il y a des digues qui sont faites pour empêcher le fleuve de sortir de son lit et on sait que c'est ça qui est à la base des inondations. Nous aimerions savoir si ici au Niger, on y songe ou s'il y a d'autres solutions palliatives. Parce que souvent les populations riveraines disent qu'elles veulent peut-être des caniveaux, tout ce qui peut contenir de l'eau. De l'autre côté, j'aimerais aborder les questions d'éducation. On sait qu'actuellement c'est la qualité de l'enseignement qui est surtout déplorée par les acteurs et les conditions de vie de l'enseignant. Qu'est-ce qui sera fait de 2013 à 2014 pour revoir ces aspects-là? L'événement. Vous avez parlé de la question de l'impunité liée aux questions d'assainissement, j'imagine, oui, c'est ça. Vous avez parlé de certaines affaires. Vous avez parlé de la promesse de dire que donc il y aura beaucoup de dossiers qui vont au cours de l'année 2013 connaître donc leur dénouement. Vous savez, je peux vous dire que la détermination du chef de l'État et du gouvernement de gérer ce secteur d'assainissement dans les meilleures conditions, elle est inébranlable. C'est vrai qu'il y a des dossiers, mais les questions de justice aussi ne se traitent pas dans la rue. Donc nous considérons que cette volonté est intacte
et le travail est en cours par les services compétents. Donc ne vous faites pas de soucis. Le moment indiqué, toutes ces affaires-là connaîtront leur dénouement. L'État est une continuité. Une fois qu'une affaire est entre les mains de la justice, soyez sûr qu'il n'y a pas d'autre mécanisme pour l'enterrer. Il faut qu'elle aboutisse. Donc je puis vous dire que même si vous n'enregistrez pas au moment voulu, au moment que vous souhaitez le dénouement de ces affaires, sachez que ces affaires vont continuer à faire leur chemin. Et donc la question d'assainissement est une vraie préoccupation qui va continuer à être dans les priorités du gouvernement. Alors, Bonferré, vous avez parlé de la liberté de presse. Je pense honnêtement que si vous le voulez vraiment, vous de la presse, vous devez le dire et l'écrire vous-même, que c'est sans équivoque au Niger, la liberté de presse est une réalité. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, mais nous savons que vraiment la presse nigérienne est libre. Maintenant, c'est sûr qu'il peut y avoir, comme toute œuvre humaine dans la gestion des médias d'État, il peut y avoir des manquements en cours de parcours. Et ça, c'est la gestion des hommes. Il peut y avoir des faiblesses. Et j'ai noté que vous avez parlé effectivement de certains Nigériens, certaines composantes nigériennes qui estiment qu'ils n'ont pas un accès équitable à ces médias d'État. Ça, c'est une question récurrente. Hein. On l'a toujours connue. Mais nous ferons le mieux que nous pourrons, Inch'Allah. Le plus important, c'est que quand quelqu'un se sent lésé, qu'il puisse faire les recours qui lui sont reconnus par tous les textes qui concernent ce domaine. Donc il y a la possibilité de faire tous les recours aux différentes instances qui permettent donc de gérer au mieux des intérêts de toutes les parties. Alors, vous avez parlé toujours Bonferré, vous avez parlé de l'alliance qui a éclaté et la situation, vous dites, est tendue. C'est vrai, l'alliance, je crois que dire que l'alliance a éclaté, c'est un abus de langage. L'alliance n'a pas éclaté. Il y a un membre de l'alliance qui a quitté l'alliance. On est loin de l'éclatement. Et il l'a dit lui-même, le président de l'Assemblée. Pour des raisons qu'il a indiquées, il a jugé utile de quitter l'alliance au pouvoir. Donc, en cela, il n'y a pas lieu que l'atmosphère soit tendue. Mais pourquoi? C'est le droit de chacun, il y a la liberté d'association. Il y a la liberté d'opinion au Niger, c'est garanti par la Constitution. Donc, vraiment, je sais que la presse contribue souvent à faire monter cette tension. Alors, si vous pouvez, de grâce, vous abstenir un temps soit peu à contribuer à faire monter la tension, on vous sera très, très reconnaissant. Alors, il n'y a pas lieu, les acteurs eux-mêmes vous l'ont dit, il n'y a pas lieu de créer cette tension. Il y a tous les mécanismes qui permettent de résoudre les difficultés lorsqu'elles surgissent dans un partenariat comme celui de l'alliance que vous évoquez. Tout est prévu par nos textes. Il suffit de les appliquer. Donc, là où il n'y a pas de problème, ne le créons pas. Soyons toujours positifs si nous voulons construire notre pays. Alors, l'école, oui, vous avez parlé de l'école. L'école avec les bacheliers, les 4 000 à 5 000, vous dites, bon, le chiffre reste à vérifier. C'est vrai qu'ils sont nombreux, plusieurs milliers.
il y a des vrais problèmes de capacité au niveau de l'université de Niamey, nous le reconnaissons. Et sur ce plan, beaucoup d'efforts sont programmés pour l'année 2013, d'ici fin 2013 et 2014, en termes d'amphithéâtre et autres. Donc il y a des réalisations qui sont programmées, qui sont même en cours. Et en ce qui concerne l'hébergement des étudiants, nous avons décidé effectivement d'aider tous ces étudiants-là, non seulement à s'inscrire, mais également à les héberger en ville. Donc ils ne sont pas obligés d'être à l'université puisque les capacités sont restreintes, sont insuffisantes. Et des dispositions sont en train d'être prises pour leur permettre effectivement de trouver un logement. Ça, c'est des directives qui ont été clairement données et des dispositions sont en train d'être prises pour que l'ensemble des bacheliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient dans les conditions de poursuivre leurs études. Vous dites quand, mais c'est immédiat, c'est au cours de cette rentrée, en tout cas, que les dispositions sont en train d'être prises. Niger 24 a parlé des inondations, de la gestion des inondations, notamment la question de prévention. Vous avez entièrement raison. Nous avons toujours eu des digues de protection, souvent en matériaux aléatoires, donc c'est souvent de la terre, de la latérite dans le meilleur des cas, qui cèdent à tout bout de champ. Donc nous avons un programme avec la Banque mondiale qui est en train d'être mis en place pour qu'effectivement, le long du fleuve, de ce fleuve-là, qu'on puisse faire des réalisations définitives en termes de protection des berges, de protection des habitations, et ceci en matériaux définitifs. Et il y a véritablement des actions qui sont très significatives que la Banque mondiale a déjà accepté de financer pour accroître donc la résilience des populations victimes de ces inondations qui sont dans les zones donc inondables. Alors, qu'est-ce qui sera fait pour la qualité de l'enseignement, je crois, vous dites? C'est une vraie préoccupation, mais à titre d'exemple, je dirais que s'agissant par exemple des contractuels, puisque tout le monde accuse les contractuels d'être à la base de la baisse du niveau parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes la formation nécessaire pour enseigner nos petits-enfants. Alors déjà, des dispositions ont été prises pour qu'on ne recrute plus de contractuels qui n'aient pas de formation initiale, qui n'aient pas de formation dans les écoles normales. Donc vous verrez que il y a un programme de création d'écoles normales et d'extension des écoles normales, tout ça pour faire face effectivement aux besoins en formation des formateurs, des enseignants. Donc nous pensons que l'amélioration de la qualité de l'enseignement passe nécessairement par la formation des enseignants et donc un meilleur traitement de la question des contractuels. En plus, tous ces contractuels subissent malgré tout, pour limiter donc les effets négatifs de cette situation, ils subissent donc des formations pendant les vacances scolaires afin de les aider à accomplir cette mission noble de l'enseignement. Les sinistrés de DIFA, je ne pense pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Dans l'urgence, nous avons fait beaucoup d'efforts pour la région de DIFA. Je ne sais pas si vous faites allusion aux victimes d'inondations ou aux populations qui sont venues du Nigeria suite aux événements. Alors, en ce qui concerne la Komadougou, il y a eu des efforts dans le sens de protéger les villages et la ville de Difa elle-même. Si vous vous êtes promené un peu dans la zone, vous aurez dû les constater. Il y a eu aussi des populations qui ont été installées dans des sites et les mairies ont été instruites, elles ont été appuyées en termes de relogement. Maintenant, c'est possible que vous soyez
vous ayez vu quelque part des personnes qui n'ont pas encore été prises en charge. C'est possible, je ne l'exclus pas, mais beaucoup ont été effectivement prises en charge. Et nous avons, dans le programme dont je parlais tout à l'heure, DIFA est bel et bien programmé dans ce programme de mise à l'abri définitive des populations par rapport aux inondations. Alors voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Si vous me donnez des cas précis et pratiques, je ferai certainement vérifier. Et d'ailleurs, il y a une mission qui va aller, je crois, la semaine prochaine, du comité technique sur les inondations, qui fera le point de tous les sites qui abritent les sinistrés. Et là, effectivement, on aura le point précis de la situation qui concerne, que vivent ces sinistrés-là. Le plan de négociation des prix de l'uranium. Alors,